C'est pas Là, grave. l'enregistrement est lancé. Ouais, ok. Ok, Oui, ça marche. Donc, bien. du coup, pour Donc, avoir toutes les on va infos dont on a parlé résumer. au début, Voilà, on va il juste faudra… résumer ce qui a été dit pour Oui, vas-y. l'enregistrement. C'est-à-dire que nous travaillons maintenant depuis pas mal d'années assis, alors que le matériel, lui, n'a pas fait la mutation du travail debout du dentiste au travail assis du dentiste. Nous travaillons sur le même matériel qui était fait pour un dentiste travaillant debout et nous essayons de l'adapter comme on peut avec toutes les difficultés que ça crée. Voilà un petit peu le résumé de ce qui vient d'être Tout à dit. fait, tout à fait. Le deuxième point qu'on va voir, c'est quel est l'impact du tabouret opérateur sur la position assise. Qu'est-ce qui pose problème dans la position assise? La position assise n'est pas forcément une position naturelle. L'homme préhistorique, puisque génétiquement on est conçu comme l'homme préhistorique, il est fait pour être debout, pour être allongé, pour être assis par terre, mais assis sur une chaise toute la journée, c'est pas forcément recommandé. Donc on va voir quel est l'impact de cette position assise. Ensuite, on va voir un point qui est la selle, qui est ça date des années 80, qui est une idée qui a été mise en place. On va voir comment, pour voir si la selle est une bonne idée, qu'est-ce que la selle peut apporter, quels peuvent être les inconvénients de la selle, du tabouret selle. Et puis on va finir, on va prendre en revue différents tabourets opérateurs qui existent sur le marché et on va voir comment choisir et régler un tabouret opérateur. Parce que ce sont deux points qui sont très importants. Il va falloir parler aussi des appuis. Les appuis, bien sûr, qui soutiennent le poids du praticien, mais aussi les appuis qui soutiennent ses lombaires, qui soutiennent son dos, ses coudes, ses mains, parce que tout ça, c'est partie intégrante du support du praticien. D'ailleurs, on aime bien parler de support praticien, support patient et support assistante, plutôt que de tabouret. Ça nous paraît plus logique de parler de ces trois supports des trois intervenants. Tout à fait. Alors, avons-nous toujours travaillé assis? Eh bien non, évidemment. L'origine de notre métier, barbier, chirurgien, n'a jamais été en position assise. À Toulouse, sur le Pont-Neuf, ils avaient des estrades avec ils faisaient asseoir les gens sur un tonneau, il était sur l'estrade, il était derrière et puis il arrachait les dents. Bon. Ça s'est un petit peu évolué, ça a un peu évolué dans les années 50, mais la position a toujours été praticien debout. Le patient étant toujours assis. C'était indissociable. Patient assis, praticien debout. Et hormis le fait que ici, finalement, le praticien ne se tient pas forcément droit, ces instruments étaient pas loin, ils étaient relativement bien placés. C'était là l'origine de cette colonne qui est ici. Tout ça est fait donc pour un praticien debout. Le crachoir également est à une position faite pour le patient assis. Tout à fait. Alors, quels sont les risques de la position assise? Qu'est-ce qui pose problème dans cette position assise? Vous le voyez sur cette photo, à partir du moment où vous êtes assis, vous n'êtes jamais assis droit, impeccable. Vous êtes régulièrement, on a tous tendance à venir se pencher en avant et se pencher sur le côté pour avoir un accès visuel. L'objectif de nos mouvements vers l'avant, c'est pour avoir un accès visuel. Et on se retrouve dans ces positions, pliées en avant. Observez juste l'intérêt du dossier dans cette position-là, au passage. Du dossier pour le patient, tout à fait. Du dossier praticien, qui est totalement inutile dans cette position penchée en avant. Oui. Il est là. Alors, quelle est la conséquence? Autant quand on reste debout très longtemps, on sait que ça a une conséquence sur le retour veineux, parce que être debout très longtemps va créer des varices. Vous le voyez que chez les personnels navigants qui passent son temps debout, il y a des chaussettes de contention ou des bas de contention. Vous le voyez dès que vous allez passer la journée à l'ADF à marcher dans les stands en fin de journée, alors que vous piétinez, vous ne marchez même pas, vous piétinez, vous avez tendance à avoir énormément d'œdème dans les jambes. Et d'autant plus chez les femmes parce que les femmes ont les organes sexuels qui sont à l'intérieur et qui créent un volume supplémentaire et donc qui ne favorisent pas le retour veineux. Donc il y a encore plus de ce genre de manifestations. Donc la station debout prolongée, ergonomiquement pour le corps, est acceptable.
Par contre, le gros problème, c'est le retour veineux. Donc, c'est essentiellement pour ça qu'on a assis les praticiens. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est en position assise et d'autant plus lorsqu'on se penche en avant? Alors, on a posé les questions à des experts. Non, juste avant. La flexion de hanche. Je vais un petit peu trop vite. Qu'est-ce qui se passe quand on est en position assise? Vous êtes en position assise droite, tout va bien. Et puis, vous avez besoin de vous pencher en avant. Quand vous vous penchez en avant, vous allez être limité par la flexion de hanche qui est ici. On ne peut pas se pencher en avant de façon parfaitement droite. Si je me mets, je vais vous montrer ici. Si je suis assis, hop. Si je suis assis, le dos parfaitement droit, et que je veux me pencher en avant, il y a un moment où je ne peux pas me pencher plus en avant parce que mes hanches, l'amplitude de hanche, je ne peux pas monter la hanche beaucoup plus haut que ça. L'amplitude de hanche, elle va être à 90, 100, 110 pour les plus souples, et pas beaucoup plus. Donc, on ne peut pas envisager de plier la hanche plus haut qu'une certaine limite. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'on va plier les lombaires. Je vous le montre sur le petit schéma. À partir du moment où vous avez tendance à vous pencher en avant, ici, l'angle de l'articulation de la hanche ne peut pas se plier au-delà de 100-110 degrés. Donc, vous allez avoir un blocage au niveau de la hanche, et ce qui fait que vous allez arrondir le dos pour pouvoir créer ce mouvement. Et position penchée en avant, dos arrondi, c'est extrêmement nocif pour les disques intervertébraux. Et donc, vous allez avoir des douleurs lombaires. Et cette position penchée en avant crée des douleurs lombaires. Alors, ça, c'est un des premiers éléments. Mais il y a aussi des conséquences sur l'abdomen. Donc, on a demandé à des experts, alors celle du centre, pas les deux de chaque côté. Cette personne s'appelle le docteur Bernadette de Gasquet. C'est un médecin. Elle va passer au mois d'avril, alors on ne sait pas exactement quand, dans l'émission de Michel Simès, avec cette retransmission un petit peu modifiée due au Covid. Ce médecin, le docteur de Gasquet, était initialement prof de yoga. On la connaît énormément dans tout le monde de la kiné et de l'ostéo et de la rééducation postpartum. Elle était donc prof de yoga et puis elle s'est intéressée à l'accouchement et à la pression des abdominaux sur l'abdomen et des conséquences sur le périnée. Et puis, elle avait certaines théories sur un muscle qui s'appelle le muscle transverse de l'abdomen et on ne la prenait pas au sérieux parce qu'elle était simplement prof de yoga. Donc, elle s'est dit, je vais faire médecine. Donc, à 40, je ne sais plus quel âge, elle a fait médecine. Et puis, on la prend énormément au sérieux maintenant. Il a fallu ça, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et elle donne des consultations à Paris en rééducation, enfin toute la zone périnatale, donc pré- et postpartum. Et elle enseigne énormément elle donne des cours à énormément de kinésithérapeutes, énormément de sages-femmes pour faire du renforcement musculaire des abdominaux en évitant absolument la pression sur l'abdomen et les conséquences sur le périnée. Donc, cette personne que je connais très bien, qui a écrit un livre que je vous conseille fortement, qui s'appelle « Pour en finir avec le mal de dos », elle écrit énormément de livres. Elle a écrit « Abdominaux, arrêtez le massacre »,« Périnée, arrêtez le massacre ». Elle a une dizaine ou une douzaine de livres à son actif. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'elle voit les choses différemment. Elle ne va pas vous proposer des abdos classiques parce que ça a été fait avec une réflexion. Donc, tous les abdos crunch où on se relève, ça, c'est à bannir. Si vous faites ça en salle de gym, c'est à bannir complètement pour votre dos. Je lui ai demandé quel était l'inconvénient de la position assise du praticien en dentaire. Et elle me dit, mais c'est catastrophique, vous êtes penché en avant, en plus vous êtes tourné sur le côté. Alors je lui ai dit, attendez, venez me voir au cabinet, vous allez voir comment je travaille. Elle m'a dit, oui, effectivement, là, vous avez plus penché en avant, mais je lui ai dit, mais quel est l'impact de cette position assise? Alors, elle explique très bien ça. L'abdomen est fait de plusieurs choses. L'abdomen, je vais arrêter de partager, comme ça je vais vous montrer en direct. L'abdomen est fait de plusieurs parois. Vous avez devant les abdominaux, vous avez au-dessus le diaphragme, vous avez derrière la colonne vertébrale et dessous le périnée. Donc, quand vous êtes en train de faire un effort, par exemple des abdominaux, ou quand vous êtes en train de travailler, ou n'importe quelle chose, derrière, ça ne peut pas bouger, c'est la colonne vertébrale. Au-dessus, c'est le diaphragme. Donc, quand vous inspirez ou quand vous êtes en apnée, c'est bloqué. Si en plus, ce qui fait que quand vous travaillez, au niveau de votre respiration, vous allez être, si vous êtes en apnée, ça peut arriver, vous allez être au-dessus bloqué. L'abdomen qui est devant, si les abdominaux sont contractés à ce moment-là, la pression qui arrive à l'intérieur de l'abdomen, elle part où? Vers le bas.
sur le périnée. Ça, c'est nocif pour les femmes comme pour les hommes. Il y a le même problème au niveau de la prostate. Donc, cette conséquence de la position assise, cette hyperpression au niveau de l'abdomen, va créer plusieurs choses, 3 choses. D'abord, vous allez avoir une pression qui va diminuer le retour veineux, parce que vous allez avoir une pression sur les veines caves qui remontent les veines iliaques et les veines caves. Le deuxième élément, c'est que vous allez avoir, du coup, avec la pression, une diminution du transit intestinal. Et ensuite, vous allez avoir les conséquences sur le périnée. Donc, tout ça est extrêmement nocif et ça pose problème quand on est penché en avant, dos arrondi, sur les patients. Donc, il faut absolument trouver une alternative à cette façon de travailler. Donc, qu'est-ce qui a été envisagé? Donc, ça passera en avril. C'est que lorsque vous êtes penché en avant, le dos plié, pour pouvoir continuer à se pencher en avant, l'assise a été remontée pour redonner un peu de souplesse aux hanches. Donc, on a redonné un peu de souplesse aux hanches pour pouvoir continuer à se pencher en avant. Et là, on se retrouve avec une flexion de hanche acceptable. Mais quand vous êtes en position comme ça vers l'avant, avec les fémurs, ben, ça finit par appuyer à l'arrière des cuisses. Donc, a été inventée une selle. L'origine de la selle, finalement, ce n'est que ça. Ce n'est que de surélever le patient. Une selle basse, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt éventuel, s'il existe, d'une selle, ou l'origine de la création d'une selle, c'est de pouvoir rehausser l'assise pour avoir les fémurs, les cuisses qui descendent de façon un peu plus oblique, pour réouvrir l'angle entre le tronc et la cuisse, pour pouvoir de nouveau se pencher en avant. Et comme les cuisses sont plus basses, et qu'est-ce qu'on a fait? On a abaissé les côtés du tabouret. Et c'est ça qui a dessiné, en fait, une selle. C'est un tabouret haut avec les côtés rabattus vers le bas pour laisser le passage aux cuisses. Ça n'est rien d'autre. Alors, l'avantage de cette selle, c'est qu'évidemment, on peut continuer à se pencher en avant et on a beaucoup moins mal au dos puisqu'on n'est pas arrondi. Ceci dit, être penché en avant avec le dos droit, au bout d'un moment, au niveau fatigue, ce n'est pas l'idéal. Mais surtout, ça va créer différentes conséquences que l'on va voir. Alors, l'historique de la selle, c'est une Marie Bambach qui a fait ça, donc sans sortir de nom de marque. C'est elle dans les années 80, même avant, qui était ergothérapeute. Ergothérapeutes sont des thérapeutes par le travail, par l'activité manuelle. Elle est en Australie et elle a remarqué que sur des patients handicapés moteurs, ils se tenaient beaucoup mieux sur une selle. Des patients qui ont des défauts et des manques musculaires, des hypotonies musculaires, se tenaient beaucoup mieux sur une selle. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pu remarquer en faisant de la rééducation, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais kinésithérapeute avant d'être dentiste. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les infirmes moteurs cérébraux, sur une petite patiente. Et on leur faisait faire très souvent de l'éthithérapie. On les mettait en tout cas sur des selles, sur des tabourets selles, et on les faisait marcher. Et ça leur permettait, alors pour plusieurs choses. D'abord, parce que ça permettait d'avoir les jambes écartées pour un défaut de couverture de hanche. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est l'origine de ça. Et surtout, les mouvements du cheval, on leur fait faire du cheval, les mouvements du cheval créaient une stimulation musculaire et stimulaient l'érection du rachis, la façon les muscles profonds du rachis. Donc, c'est ces mouvements qui stimulaient la position droite. Et c'est ça qui faisait redresser ces patients qui étaient complètement avachis par hypotonie musculaire. Donc, c'est ce qu'elle a observé et elle s'est dit, on va créer des selles. Et on va voir les patients, les praticiens ou les gens bien mieux assis. Le problème, c'est que les selles n'ont pas cette stimulation musculaire. Donc, elle a observé quelque chose. Moi, je remets un tout petit peu en cause sa façon de voir. Ce qui est certain, c'est que pour les patients, pour les personnes, parce que pour moi, en tant que kiné, tout le monde est patient, mais pour les personnes qui se penchent en avant, effectivement, vous allez pouvoir continuer à avoir le dos droit. Oui. Mais est-ce que la solution, ça ne serait pas de ne pas se pencher en avant? On va le voir. Alors, lorsque vous êtes en position assise haute, quelle va être la conséquence immédiate? C'est que vous allez vous retrouver loin du patient. Ça va vous éloigner de la bouche et vous allez être obligé de monter le support du patient. Mais monter le support du patient, si vous gardez le dossier à plat, il y a un moment où ça ne monte pas beaucoup plus haut. Vous verrez les fauteuils classiques, dossier à plat, vous allez monter à 70, 80, grand maximum, 70, souvent c'est 70, la hauteur max de la tétière avec un patient à plat. Donc si on rajoute 20 cm, vous avez 90. Mais si moi je veux me mettre en position assise avec mes mains devant mes yeux et que je mesure ça par rapport au sol, je vais être à bien plus que 90. Donc la solution, c'est quoi? C'est de remonter le dossier
hors de question. Sinon, vous allez être obligé de vous pencher en avant. Tu veux rajouter quelque chose, Pierre? Oui, c'est toujours le même problème, c'est que ces équipements, ces supports patients, comme je disais tout à l'heure, ces fauteuils dentaires sont faits pour un dentiste qui travaille debout et ils n'ont pas été remis en cause complètement depuis qu'on travaille assis. Conclusion, la hauteur de la tête du patient est correcte tant qu'il est semi-assis ou semi-allongé, comme vous préférez le dire. Mais lorsqu'on le met à plat pour mieux accéder à sa bouche, et tous les dentistes aujourd'hui, on le voit bien sur toutes les photos, les patients sont à plat, et dans ce cas-là, on va avoir une limitation de hauteur du fauteuil dentaire qui va obliger le dentiste, s'il a cette envie de voir de près, comme nous tous, bien entendu, puisqu'on veut faire de la précision, eh bien le dentiste va être obligé de se rapprocher en baissant sa tête pour accéder à cette tête du patient qui est trop basse. Donc, gros problème, le matériel n'a pas suivi l'évolution de la position du dentiste. Je le disais tout à l'heure à l'introduction, il y a un problème à résoudre de ce côté-là. Donc, je te laisse poursuivre, David. Effectivement. L'éloignement pose problème. Alors, ces tabourets, quand vous êtes penché en avant, vous remettez un tabouret très haut, c'est super, vous êtes très droit. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal au cou et vous ne savez pas pourquoi. Et ben voilà, ça y est. Maintenant, vous savez pourquoi. Simplement parce que vous compensez un problème que vous avez réglé par la région lombaire. Vous allez compenser en cervical parce que si vous tirez un trait entre l'horizontale, si vous avez la tête là sur le schéma, vous tirez un trait entre l'horizontale et vous tirez un trait entre les yeux et la bouche du patient, ben vous avez un angle qui est excessivement important parce que vous vous êtes éloigné. Et plus vous êtes loin, plus il faut que vous compensiez avec les cervicales ou avec les lombaires. Et si vous avez des loupes qui sont créées à 50 ou 60, parce que vous vous êtes dit, je veux travailler très loin de mon patient, ça je me tiens très droit, bah forcément, vous êtes fixé par cette position, vous n'allez pas garder les lombaires droites, et tout se fait dans les cervicales. Donc vous aurez bien la vision, vous aurez une vision correcte avec des loupes grossissantes. Bien entendu, si vous n'avez pas d'aide optique, vous ne verrez pas suffisamment, vous n'aurez pas assez de précision dans la vue. Et donc c'est pour ça que la plupart des aides optiques, des loupes, sont faites pour une distance de travail de l'ordre de 40-50 cm pour compenser cet éloignement. Mais le problème, comme disait David, j'insiste là-dessus, je redis un petit peu ce que tu as dit, le problème, c'est que ces aides optiques, elles font grossir un rayon lumineux qui va en ligne droite de l'œil à la tâche qu'on est en train d'accomplir. Et du fait qu'elles sont en ligne droite, eh bien, on va être obligé d'incliner la tête vers le bas. Ou bien l'autre solution serait d'avoir le patient beaucoup plus loin à l'horizontale. Mais à ce moment-là, on aurait les bras en l'air et ça ne serait pas beaucoup mieux. Et l'accès visuel serait encore plus difficile. Donc, voilà un petit peu le cahier des charges qu'il faut remplir. Il faut arriver à avoir suffisamment près et sans trop fléchir sa tête vers l'avant, sous peine de faire souffrir ses cervicales. Alors ça, c'est le premier point négatif de la selle, c'est que ça vous éloigne énormément et que vous ne pourrez quasiment jamais monter le patient suffisamment haut pour compenser cette différence. Donc, vous allez vous pencher en avant. Donc, le paramètre hauteur d'un patient allongé est très important dans le choix d'un matériel, d'un support patient. Bien sûr. L'autre élément que vont vous créer les selles, c'est une diminution du polygone de sustentation. Le polygone de sustentation, c'est vous regardez tous les points de votre tabouret, vous regardez les points de votre pied et vous tracez au sol un polygone qui passe par vos deux pieds et l'arrière de votre tabouret. À partir du moment où vous êtes assis plus haut, forcément, les roulettes sont plus proches de vos pieds, dans ce sens-là, dans le sens antéro-postérieur. Donc, vous diminuez votre polygone de sustentation. Et très souvent, la compensation de cette diminution, c'est l'écartement des pieds. Et les praticiens se retrouvent pieds écartés, ou les assistantes se retrouvent pieds écartés. Et il y a une gêne entre le praticien et l'assistante. Ce qui fait que ça oblige les praticiens et assistantes à se croiser, à entrecroiser, et ça empêche le travail à midi. Ça oblige, souvent ces selles, elles sont montrées en travail à 9 heures, mais en travail à midi, les gens me disent « bah oui, mais comment je fais pour travailler à midi, ça ne marche pas ». Mais commencez par arrêter les selles. Vous aurez plus les pieds écartés et vous pourrez enfin vous mettre comme on préconise dans les différents webinaires que vous avez pu voir.
Un autre L'autre élément, paramètre dans ce rapprochement des pieds, c'est qu'une partie du poids du corps est transférée sur les pieds. Mais il ne faut pas oublier qu'un des deux pieds doit faire l'activation de la pédale de commande des appareils, des micromoteurs. Les micromoteurs sont progressifs et donc il faut avoir une bonne sensibilité de la pointe du pied. Et si vous avez reporté beaucoup de poids sur ce pied, ce mouvement va être difficile et il va être déséquilibrant. C'est-à-dire que pour pouvoir libérer cette mobilité du pied qui s'occupe de la pédale, vous allez reporter le poids sur l'autre pied en déséquilibrant votre corps. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte dans ces types de supports praticiens qui rapprochent les pieds de l'axe de support du patient. je vais vous faire une petite démonstration de ce que vient de dire Pierre. Si je vais me mettre de face, c'est bon. Hop. Voilà, c'est bon. Si je suis assis très haut, alors, si je suis assis bas, mon poids du corps est à peu près autant sur mes pieds que sur le tabouret, que sur les fesses. Si je suis assis très haut, forcément, mes pieds sont plus proches de moi. La ligne, entre la ligne du centre de gravité de mon tronc par rapport aux pieds, cette distance est un peu plus courte, donc j'ai les pieds un peu plus proches, donc je suis obligé. C'est pour ça que vous écartez les pieds. C'est favorisé d'ailleurs par les selles, par l'écartement du système de selles, qui crée un écartement des pieds. Et quand vous êtes, il faut que je rebaisse un petit peu, j'ai pas assez de recul. Voilà. C'est parfait. Quand vous êtes dans cette position, quand vous êtes dans cette position et que vous avez du coup plus de poids sur les pieds, plus je suis vers l'avant, plus je suis haut, plus le poids du corps vient sur les pieds. Au moment où j'ai besoin de déplacer mon pied gauche, pour la pédale, pour n'importe quoi, je vais être obligé, donc mon centre de gravité va se retrouver un peu plus vers les pieds, va s'éloigner de l'assise. Du coup, si je veux de nouveau soulever le pied, si je ne fais rien, je tombe à gauche. Donc, je vais être obligé de décaler tout mon centre de gravité sur mon nouveau polygone de sustentation, qui va être uniquement l'assise et mon pied, de façon à pouvoir soulever le pied gauche. Ça veut dire que quand vous êtes sur ces selles, et d'autant plus quand vous êtes penché en avant, vous avez encore plus de poids sur les pieds. Avant de pouvoir lever un pied là, vous allez être obligé de transférer tout votre poids du corps ici pour pouvoir aller prendre avec la pédale, avec l'anneau. On vous expliquera qu'il ne faut pas bouger la pédale, mais vous le faites. Donc, régulièrement, vous faites ce transfert du poids du corps. Et pour faire ce transfert du poids du corps, quand vous faites ce transfert du poids du corps, pour pouvoir soulever le pied, quel muscle vous fait faire ça? Le psoas. Le psoas, il s'attache sur le fémur. Il s'attache à quel autre endroit? Sur la colonne lombaire. Donc, quand vous faites ça, ça tire la colonne lombaire vers l'avant. Et ça creuse vos lombaires. Alors, ça, vous pouvez le faire, mais uniquement si vous contractez un maximum les abdominaux et que vous verrouillez votre colonne. Donc, c'est énormément d'efforts, alors que vous pourriez simplement être assis sur votre tabouret à hauteur normale. Là, je peux bouger mon pied. Je n'ai absolument pas besoin de transférer tout mon poids du corps. Je peux soulever mon talon, appuyer sur ma pédale et travailler. Alors, vous allez me dire, oui, mais on soulève rarement le talon reste au sol. Mais imaginez que vous voulez lever la pointe du pied quand vous êtes debout. Ce sera beaucoup plus difficile que si vous êtes assis avec le pied légèrement avancé. Et là, vous avez toute la mobilité de la pointe de votre pied tout en gardant le talon au sol. Donc, avec la selle, ça rend difficile ce mouvement du pied, ça rend difficile le fait de soulever la pointe du pied. Il faut qu'on avance parce que là, on va dans les détails, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. Tout est toujours extrêmement important et tout prend toujours énormément de temps et il y a des quantités d'infos qui sont colossales. Cette position assise haute, on la retrouve dans les gares. On la retrouve bien sûr dans les gares. C'est le tabouret assis debout. Pourquoi c'est fait ça? Pourquoi ça existe? C'est exactement la même chose que les selles, quasiment la même chose que les selles. Le tabouret assis debout, il est fait pour éviter d'avoir à se relever d'une position trop basse, parce que ça va demander des efforts. Donc cette position, ce tabouret dit assis debout, c'est accepté pour un temps court, maxi 20 minutes, c'est le temps d'attente d'un métro ou d'un train, c'est parfait dans les gares. Mais ça, tenu longtemps, ce n'est pas forcément recommandé. En tout cas, en ergonomie, on ne le recommande pas.
très souvent, moi, on me parle de la compression. Les personnes qui n'aiment pas trop les selles me parlent d'une compression au niveau du pubis qui pose plus de problèmes chez les hommes que chez les femmes. Effectivement. Alors, pour moi, ce n'est pas le problème principal. C'est plutôt tout ce qu'on a vu précédemment. Mais je sais qu'il existe des selles qui sont faites en deux parties pour éviter la compression, un peu comme les selles de vélo qui sont aussi un peu ouvertes au milieu. Bon, ça ne résout pas le problème de l'éloignement du patient, ça ne résout pas le problème du poids qui va être plus sur les pieds, du transfert du poids du corps, de tout ce qu'on a vu. Et puis, ces tabourets, ces selles, en 98, il y a une étude qui a été faite, une étude électromyographique, un peu de la même façon que l'étude que j'ai menée pour ma thèse en électromyographie, qui a fait des tests. C'est un médecin, le docteur Verkinder, qui était de Toulouse, Lothaire aussi, qui est de Toulouse, ils sont tous Toulouse, ils ont fait une étude, Pierre, tu dois les connaître. Bien sûr, oui. Ils ont branché des capteurs électromyographiques sur les quadriceps et sur les abdominaux, et ils ont comparé les positions assises des personnes sur tabouret classique et sur selle. Et ils ont observé que sur les selles, les contractions musculaires, alors les contractions musculaires, elles sont exprimées en pourcentage de force max. Ça permet de comparer plus facilement. Et dans PubMed, quand vous cherchez toutes les publications en ergonomie, dès que vous avez de l'électromyographie, tout est fait en pourcentage de force maximale. Et ce qui est considéré comme ergonomique, c'est toutes les valeurs faibles, les valeurs les plus faibles. Moins vous contractez vos muscles, plus vous êtes dans une position de repos, moins vous allez être contraignant. Et dans l'étude de Dr Verkinder, on a des contractions musculaires plus importantes sur les quadriceps et sur les abdominaux, avec les selles par rapport au tabouret classique. Et ils mettent ça en avant comme un facteur favorable en disant que c'est la position assise dynamique. Alors, j'en ai pas discuté avec elle. Je ne la connais pas. Je me demande si elle n'est pas décédée d'ailleurs. Je ne sais pas exactement. Je pense, oui. Oui, je crois, j'ai cru entendre. Oui. Oui. Ils sont partis du postulat que la contraction musculaire était favorable, alors que partout dans PubMed, on trouve que la contraction musculaire élevée était favorable. Alors, est-ce qu'ils sont partis des recommandations qu'on peut avoir de quand on doit soulever une valise, porter du poids au sol, il faut serrer les cuisses, contracter les abdos, se tenir droit? C'est possible, peut-être qu'ils ont pris ça comme quelque chose de favorable, mais en tout cas, tenir de façon contractée en permanence toute la journée, c'est pas recommandé. On ne peut pas recommander ça. Même si les muscles abdominaux sont faits pour tenir longtemps, en contraction statique, c'est pas quelque chose que l'on peut recommander. Non, on ne peut pas s'étendre là-dessus, mais les contractions isométriques sont très toxiques. Les contractions isotoniques, oui, avec déplacement du muscle, avec raccourcissement et allongement successifs, oui, ça c'est bénéfique. Mais attention aux contractions isométriques comme celle de cette position assise permanente, sans bouger. Tout à fait. Alors, j'ai quand même demandé au docteur de Gasquet ce qu'elle pensait des tabourets. Que pensez-vous? Alors, on lui a demandé, on l'a même fait venir pour faire des formations avec nous. C'était très sympathique à Cahors. Et on lui a demandé donc l'avis des selles. La première chose qu'elle m'a dit, c'est que le problème des selles, c'est que ça va creuser les lombaires. Ça va lordoser les lombaires. Et je lui dis, mais oui, mais pourtant, on a une lordose physiologique. Et là, elle me lance un pavé dans la mare. Elle me dit, la lordose lombaire n'est pas physiologique. Alors, j'étais complètement étonné parce que ça allait à l'encontre de tout ce que j'avais pu voir, apprendre dans mes années de kiné et d'ostéo. C'est à l'encontre de tout ce qu'on peut voir partout, mais c'était quand même intéressant. Elle qui a un regard vraiment pointu sur l'idée, pourquoi est-ce qu'elle nous disait ça? Est-ce qu'elle a raison? D'après elle, alors je ne juge pas, je vous dis juste ce qu'elle nous a dit. La lordose lombaire n'est pas physiologique, ce n'est qu'un reliquat du passage à la bipédie. En fait, tous les animaux quadrupèdes ont la colonne droite ou légèrement arrondie. Il n'y a pas de lordose. Sauf que nous, quand on était… Je vais arrêter de partager l'écran et je vais vous montrer mon image en direct. Quand on était à quatre pattes, le dos était arrondi. Et puis, on s'est redressé. On s'est redressé à partir de quoi? À partir des hanches, bien sûr. L'objectif, c'est de voir ce qui est plus loin. Donc, on s'est redressé à partir des hanches. Et puis, au bout d'un moment, on n'a pas pu redresser plus loin parce qu'on arrivait au maximum d'extension de hanche. Les muscles fessiers postérieurs étaient raccourcis, ce qu'on appelle en course interne.
Donc, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. On ne peut pas tenir la rétroversion du bassin très longtemps. Donc, on a fini de se relever en creusant les lombaires. Et c'est ça l'origine de notre lordose. Et cette lordose, elle va être très variable en fonction des personnes. En fonction des morphotypes, vous avez des personnes qui ont des lordoses importantes, des personnes qui ont le dos parfaitement plat. Les personnes d'origine africaine ont plutôt des lordoses importantes, les Japonais ont plutôt des dos ultra plats. C'est très variable. Mais cette lordose n'est pas quelque chose de physiologique. Je vais vous remettre le partage de l'écran. Alors, qu'est-ce qui se passe sur une selle? Hop là. Donc, d'après elle, c'est un reliquat du passage à la bipédie. Et le problème de la lordose, c'est que ça va aussi rapprocher les épaules du bassin, mais vers l'arrière. Quand on est penché en avant, on rapproche les épaules du bassin vers l'avant et on comprime l'abdomen. Quand on est très creusé, comme sur les selles ou très lordosé, vous rapprochez les épaules du bassin, mais vers l'arrière. C'est exactement la même chose à l'inverse. Et la conséquence de ça, c'est d'augmenter la pression dans l'abdomen, avec la conséquence sur le retour veineux, sur le transit et sur le périnée. Vous avez exactement la même chose sur des selles hyperlordosées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle nous explique qu'il faut une colonne parfaitement droite. Et si vous lisez ses livres, vous verrez qu'elle fait des schémas avec une colonne qui est un alignement parfaitement vertical de la colonne vertébrale. Donc, une station assise, comme on peut la faire sur un tabouret classique ou sur une chaise de repas, on passe des heures en position assise dans un repas, ça ne pose pas de problème, on n'est pas surélevé, on n'est pas en train de manger sur des tabourets selles au repas pendant 2 heures. Ça ne fonctionne pas. Donc, cette position assise fonctionne très bien. Faut-il encore qu'on ne se penche pas en avant? C'est là tout le… Parce qu'on oublie, on se dit, bah oui, d'accord, bah alors je me remets en position assise, mais en assise, j'ai le dos arrondi. C'est pour ça que je me suis mis sur une selle, pour avoir de nouveau le dos droit. Il suffisait simplement de ne pas se pencher en avant. J'aime bien ta comparaison avec une pile d'assiettes. Les vertèbres sont une pile d'assiettes et si on s'imagine les disques intervertébraux entre ces assiettes, il est évident que lorsqu'on incline dans un sens ou dans l'autre, ces disques se comportent un petit peu comme le noyau de la cerise entre les doigts. Tant qu'on a les doigts parallèles, tout va bien. Et puis, si on déplace un petit peu le noyau et que les doigts ne sont plus parallèles, eh bien, ça va être éjecté. Et c'est ce qui se passe avec nos disques. C'est pour ça qu'on fait des hernies discales. Exactement. Et si vous rajoutez à ça le poids du corps, qui est colossal, vous comprimez énormément. Et à ça, vous rajoutez la contraction musculaire derrière qui vient s'additionner au champ de gravité qui est devant, avec le bras de levier de tout votre corps en avant. Pierre a disparu. Oui, j'ai les fils qui s'accrochent dans les roulettes de mon tabouret. D'accord. Voilà. C'est au sans fil. Exact. Donc, quand vous faites ça, vous abîmez le noyau, effectivement, qui est dans les disques. Et quand vous avez une hernie discale et que l'on fait une exérèse de ce nucléus, de ce noyau, et que vous avez 2 ans, 3 ans de rééducation, et que en plus derrière, ça recommence et que vous ne comprenez pas parce qu'il n'y a plus de noyau, parce qu'on s'est aperçu que l'origine de cette compression, ce n'était pas uniquement le noyau, c'était l'inflammation périphérique des tissus qui comprimait la sortie du nerf sciatique dans les trous de conjugaison. C'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème, cette position pliée en deux, pliée en avant. Il faut absolument bannir cette position penchée en avant et vous pouvez parfaitement le réaliser sur un tabouret classique. On va le voir après. Et le conseil de Bernadette de Gasquet, c'est de penser en permanence à éloigner sa tête de ses fesses. Il faut allonger, avoir le réflexe de mettre sa colonne droite et de lever, de monter la tête pour l'éloigner du support sur lequel on est assis. Tout à fait. Toutes celles qui ont pu faire, pas forcément, mais si vous avez eu la chance après un accouchement d'avoir accès à des informations sur le travail du périnée, sur le travail des abdominaux par de Gasquet, par votre kiné ou par votre sage-femme, vous connaissez très bien ces exercices d'autograndissement, de travail en hypopressif, d'expiration et de rentrer le ventre, de contraction des abdominaux en bas, le transverse du bas, celui qui se trouve entre les 2 iliaques. Pas le haut, pas au niveau de l'estomac, celui qui est au niveau du bas du périnée. Ça, c'est extrêmement important. Alors, il existe aussi ces tabourets. On peut passer en revue. Quel intérêt de ce tabouret? Ce qui se passe dans ce tabouret, c'est que quand vous vous asseyez, l'assise descend et le dossier vient fermer. Ça permet en fait de
fermer et de coincer le bassin dans quelque chose et d'avoir une sensation d'être tenu. Ça, c'est pour les gens qui ne s'asseyent pas bien au fond de leur tabouret. De l'aveu pas des concepteurs, mais des revendeurs de ce matériel-là, à qui j'ai demandé quel était l'argument biomécanique, je ne comprenais pas d'où ça provenait, quel était l'argument biomécanique de cet élément. Ils m'ont dit, mais il n'y a pas de réflexion biomécanique. C'est simplement parce que les gens, on a constaté que quand les gens s'asseyaient là-dessus, ils trouvaient que c'était bien, ils se sentaient bien, et ça créait l'achat. Donc ça veut dire que cet objet n'existe que grâce à l'acte d'achat. Ça n'a pas de sens. Ça n'aura aucun bénéfice sur votre corps par rapport à un autre tabouret. Il n'y a pas d'intérêt particulier. Simplement la sensation d'être mieux. Mais prenez n'importe quel tabouret, prenez celui-là si vous voulez, prenez n'importe quel autre, ça sera exactement la même chose. Ça, je voudrais en parler aussi un petit peu. Les tabourets assis-genoux. On a vu ça fleurir dans les années 80 aussi. Alors, l'intérêt de ça, c'était le même. C'était réouvrir l'angle entre le tronc et la cuisse. Mais dans cette position, qu'est-ce qui se passe? Dans cette position, tout le poids du corps se fait sur les tibias. Donc sur les tibias, et qu'est-ce qui se passe sur les tibias devant, sur le segment jambier? C'est le tibia, c'est osseux, c'est extrêmement désagréable. Donc ça crée des compressions devant, donc c'est extrêmement désagréable. L'autre élément, donc l'appui. L'autre élément, c'est le ligament croisé postérieur. Le ligament croisé postérieur, il part de là. Il s'attache sur le fémur en avant, il s'attache à l'arrière du tibia, du plateau tibial. Et quand vous êtes en appui sur vos tibias, le poids du corps, il passe par le fémur et il longe le fémur et il part en avant. Et ce qui fait que vous vous retrouvez avec un glissement du fémur par rapport au tibia et vous êtes en tension sur le ligament croisé postérieur. Donc à terme, il y a une hyperlaxité qui peut se créer. Donc ça a été abandonné assez rapidement, on n'en voit quasiment plus. Effectivement, c'est très bien pour 10 minutes quand vous voulez vous asseoir devant un ordinateur, rapidement sur un bureau, mais ce n'est pas fait pour rester toute la journée. C'est comme les selles. C'est comme les tabourets assis debout dans les gares. Alors, quel tabouret choisir? On en vient à la grande question. Quel tabouret choisir? Ce qui est important, c'est que vous ayez la bonne hauteur de votre tabouret. Pour déterminer la hauteur de votre tabouret, vous allez vous trouver à peu près avec les hanches quasiment au niveau des genoux. Alors, Bernadette Desgasquet préconise les hanches un peu plus basses que les genoux. Je ne trouve pas ça forcément idéal. Elle explique que ça permet de rétroverser le bassin et de remettre la colonne droite. Pourquoi pas? Oui, mais ça diminue. Ça ne m'a pas convaincu. Ça diminue la position centrale du centre de gravité sur le polygone de sustentation, puisque ça rapproche le centre de gravité du fessier et donc on est moins stable pour le travail. Nous, on a un travail qui nous demande une grande précision. Il faut qu'on ait un trépied très stable pour pouvoir être précis. Donc la position classique qui fonctionne très bien, c'est les hanches à peu près au niveau des genoux ou à peine plus hautes, très légèrement. Mais pas trop hautes parce que si vous êtes assis beaucoup plus haut que vos genoux, vous allez avoir tendance à glisser. Je vous arrête le partage pour vous montrer ce que ça donne. Il y a une autre notion pendant que David fait ses réglages, c'est la stabilité lorsqu'on est assis. Et pour avoir une bonne stabilité, il faut une concavité de ce support praticien. Et je pense souvent aux anciennes selles de tracteurs ou de machines agricoles qui étaient concaves et qui épousaient la forme des fessiers et ça procurait un très grand confort et une très grande stabilité. Donc ça doit ressembler un petit peu à ça aussi, nos tabourets. Tout à fait. Je te laisse expliquer la hauteur. Quand vous êtes assis en position relativement basse, voilà, là, une position assise comme ça, vous remarquez que j'ai la hanche un tout petit peu plus haute que le genou. On voit qu'il y a une angle vers le bas. L'angle vers le bas, c'est tout à fait acceptable. Si je suis assis trop bas, ça ne va pas être confortable parce que je vais avoir vraiment l'impression d'avoir plus de poids sur les fesses que sur les pieds. Et ça, à long terme, je ne suis pas persuadé que ce soit très bénéfique. Donc, on peut tout à fait envisager de rehausser un tout petit peu l'assise par rapport au genou, mais quelques centimètres, vraiment pas grand-chose. Vous le déterminez comme ça, à votre sensation, de façon à ce que vous ayez autant de poids du corps sur les fesses que sur les pieds. Et puis, si on monte excessivement le tabouret,
je monte excessivement le tabouret, là, vous allez retrouver avec un appui plus important sur les pieds. Vous allez avoir un appui qui va vous gêner ici. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut rechercher. Il faut absolument que vous ayez… Voilà, ça, c'est à peu près correct. Et vous restez dans cette position. Et une fois que vous avez déterminé ça, vous voyez votre distance de travail et il faut mettre le patient devant vous-même. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer la hauteur de votre tabouret. Une fois que vous avez déterminé la hauteur de votre tabouret, alors la concavité dont vous a parlé Pierre, effectivement, c'est très bien. Peu importe que ce soit ce tabouret-là ou un autre ou celui d'à côté, c'est très bien. Qu'en est-il du dossier? Il faut que le tabouret soit réglable en hauteur, mais il faut aussi que votre dossier soit réglable en hauteur. Et un dossier est intéressant que s'il n'appuie que sur le bassin. Avoir un dossier qui appuie sur la colonne vertébrale ne va pas être intéressant pour notre activité. On est sur un travail qui va se faire en avant. On n'est jamais en arrière en train de faire ça, ou ça dure quelques secondes. On est toujours vers l'avant, vers le patient. Donc, tout se passe en avant. Donc, le dossier n'a pas forcément d'intérêt. Ce que l'on veut, c'est un dossier qui va nous tenir notre bassin pour éviter de rétroverser le bassin, pour éviter d'être justement arrondi, pour nous garder la colonne droite. Après, la colonne, elle se débrouille toute seule. Elle est comme la pile d'assiettes dont Pierre parlait. Donc, on n'a absolument pas besoin d'avoir un dossier qui remonte haut. Et un dossier qui remonte haut va être même pas recommandé parce que les vertèbres sont mobiles. Les vertèbres sont instables. Et avoir un appui sur des zones qui sont instables, ça va vous obliger à avoir des contractions musculaires parasites. Donc, il faut que les seules contractions musculaires que vous ayez sont les contractions des muscles profondes de votre colonne vertébrale qui vous tiennent la colonne vertébrale parfaitement droite. Et qu'ensuite, vous mettiez votre tâche sous les yeux. Vous n'ayez pas à vous pencher. Donc, le dossier, il doit être le plus bas possible. Il doit être au niveau des épiniliaques, en bas, au niveau de la ceinture. Vous savez, à la plage, au-dessus du maillot de bain, les deux petites fossettes, là. C'est ça, ce sont les épiniliaques postéro-supérieurs. Ça, c'est la zone sur laquelle, c'est là où se termine votre bassin. Où se termine, c'est la zone du sacrum. Donc, mettre un appui au-dessus, c'est sur vos vertèbres. Ça n'a pas d'intérêt. Tu voulais rajouter quelque chose, Pierre? Oui, il faut toujours penser à cette pile d'assiettes. Est-ce qu'on a envie d'appuyer sur la pile d'assiettes pour la déstabiliser? Pas du tout. Et puis aussi, je pense à tous ces travailleurs qui font du travail de précision, comme nos prothésistes, comme tous les horlogers, bijoutiers, etc. Vous ne les verrez jamais appuyer en arrière sur un dossier comme ça et en train de travailler, décontracter. Non, ils sont sur leur tâche et la colonne vertébrale est bien verticale sur un tabouret, mais ils ne sont pas en appui sur le dossier. On est en appui sur le dossier lorsqu'on regarde la télévision le soir avachi sur son fauteuil, pas pendant un travail de précision. Je te laisse poursuivre. Tout à fait. Donc, si vous avez un tabouret, si vous devez choisir un tabouret, ce type de tabouret ici, ce que vous voyez, ça, ce n'est pas un dossier. Ce que vous avez là, je vais vous le montrer ici, c'est un moyen de préhension. Ce genre de tabouret, ici, ça, c'est un moyen de préhension. Le dossier s'arrête en bas, ici. Le dossier doit s'arrêter au niveau de la ceinture, ici. Il doit me tenir ma colonne vertébrale pour que je ne fasse pas ça. Si je suis assis au bord et que je m'avachis, ben là, je perds tout l'intérêt. Là, ça pose problème parce que je suis complètement avachi. Il faut être assis au fond de son tabouret, les fesses le plus au fond possible, et le sacrum, il ne peut pas reculer. Je peux pas. Là, je suis creusé, je ne peux pas me mettre en rétroversion du bassin, ou alors il faut que je fasse ça. Mais je suis bloqué là-dessus. Ça, c'est le début du dossier. Le reste, ce n'est pas un dossier. Il est très en arrière. C'est uniquement un moyen de préhension pour éviter de me pencher parce que j'aurais eu un tabouret bas. Donc, vous pouvez tout à fait avoir ce type de tabouret. Vous avez n'importe quel tabouret. L'autre que vous avez à l'écran ici est aussi tout à fait intéressant parce que le dossier, on peut le descendre bas. Il faudrait presque que vous n'ayez pas d'espace entre le dossier et l'assise. Votre dossier, quand vous le descendez, il touche l'assise et c'est fini. Avoir un creux, c'est complètement idiot. C'est justement là qu'on voulait un appui. C'est comme dans les fauteuils dentaires, avoir un creux entre le dossier et l'assise, ça n'a pas de sens parce qu'on veut avoir un soutien là. Donc, descendez, choisissez un tabouret dont vous pouvez descendre le dossier le plus bas possible, de façon à ce qu'il vienne toucher l'assise, et un tabouret qui a un dossier le plus bas possible. Tout le haut, vous ne vous en servez pas. Absolument pas.
on va avoir la remarque, mais là, à gauche, ce tabouret, c'est un tabouret Morita, et celui de droite, c'est un tabouret plan méca, le Lumo. Parce que je savais qu'on aurait la question. Il n'y a pas que. Il y a beaucoup d'autres tabourets qui sont corrects. Très intéressants sur d'autres marques. On s'approche de la conclusion. On a vu que ce tabouret était extrêmement important pour votre posture, mais finalement, vous aurez beau avoir un tabouret magnifique que vous aurez payé une fortune. Quand vous êtes assis dans votre cabinet, dans votre canapé, vous avez un super canapé que vous avez payé très cher ou un fauteuil design que vous avez payé très cher. Il est extrêmement confortable. Mais si vous avez la télé qui n'est pas au bon endroit, eh ben vous aurez mal au cou. Alors que vous êtes parfaitement installé sur quelque chose d'extrêmement confortable. Ça, c'est pour vous expliquer que notre posture ne dépend pas de ce sur quoi on est assis, mais dépend beaucoup, beaucoup plus de ce que l'on regarde. C'est pour ça qu'on a fait un webinaire sur voir. C'est pour ça qu'on a que dans nos formations, le tabouret, on en parle, mais que ça ne fait pas partie d'un chapitre. Parce que notre position dépend à 90% de ce que l'on voit. C'est pour ça que le praticien que vous aviez vu au début était penché en avant. Et que même si vous êtes sur une selle très haute et que vous êtes penché en avant et sur le côté, ben vous aurez quand même mal au dos, vous aurez mal au cou parce que votre posture, vous dites, ben pourtant j'ai une selle et j'ai mal au cou. Ben oui, parce que votre posture dépend de la position de votre patient. Ça, Pierre, je te laisse. Oui, j'ai vu passer une petite annonce. Il va falloir qu'on arrête notre exposé pour peut-être répondre à quelques questions. Mais auparavant, oui. Je voudrais parler des points d'appui. Parce qu'on voit aussi des tabourets qui présentent des appuis pour les coudes, pour le ventre, etc. Nous sommes focalisés sur notre tâche qui est très précise. Si on nous met un point d'appui pour le coude, bon, ça va m'être un peu difficile peut-être de faire avoir ça, mais si on impose à mon coude une position, c'est l'épaule qui va s'adapter à ça et je vais adapter ma position à la position de mon appui. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Il faut partir à l'inverse de notre position assise correcte et quand on est bien installé, c'est là qu'il faut amener la tâche vers l'endroit qui nous convient, l'endroit où on voit bien et l'endroit où on a les bons gestes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, évidemment, c'est très court, ces séances. On a besoin de démonstrations, on a besoin de longues explications. Donc, c'est un peu raccourci, mais bon. On a besoin surtout de vous faire sentir, de vous faire vous asseoir sur des tabourets, de vous faire mettre en situation pour que vous puissiez le comprendre. Mais déjà, là, ça vous donne une bonne introduction au problème. En tout cas, vous l'avez compris, on n'est pas des fervents amateurs de sel. Mais si vous voulez évaluer un tabouret, faites-vous le prêter, passez une journée de travail au moins avec. Ne choisissez pas un tabouret en 5 minutes quand vous avez passé une journée debout à l'ADF. Ça ne va pas, c'est pas possible. L'évaluation n'est pas bonne. Et là, on revient sur cette diapo qui montre l'évolution du matériel. Et on voit très bien que le matériel qui est complètement à droite est exactement similaire à celui de la photo du centre. C'est toujours un système où il y a un crachoir qui n'est pas positionné pour un patient allongé, qui est positionné pour un patient assis. On voit des supports d'instruments qui viennent comme ils peuvent de cet endroit-là, qui était fait pour le praticien qui était debout dans la photo centrale. Et donc, tout ça, ça n'a pas été repensé comme il faut à partir d'un praticien assis. Tout à fait. Un petit détail que j'ai oublié tout à l'heure, j'étais parti là-dessus, mais j'ai eu un trou. Quand vous êtes en position assise très haute et que l'inclinaison de votre assise est importante, vous allez passer votre temps à glisser sur votre tabouret, à vous retrouver en bas, et vous allez passer votre temps à vous je ne sais pas si ça, certains l'ont peut-être vécu, passez votre temps à vous relever et à tirer votre pyjama vers le bas. Et là, vous relevez, vous passez votre temps à faire ça. Donc là, on est en plus en phase d'absolue hygiène et d'hygiène absolue. La contamination croisée que vous allez avoir à chaque fois que vous faites ça, parce que c'est un réflexe, parce que ça vous énerve, parce que le pantalon remonte, c'est extrêmement nocif, c'est extrêmement désagréable et il faut absolument l'éviter. Ça, c'est un signe, si vous faites ça toute la journée, c'est un signe que la pente de votre assise est trop importante. C'est pour ça aussi que ça sera beaucoup plus intéressant d'avoir un siège relativement à plat, avec une très légère pente pour éviter d'avoir en permanence à vous lever et à descendre votre pantalon. C'est du vécu.
Voilà, on arrive à la fin de notre conférence. On va répondre aux questions et parler aussi du siège assistance. On n'a pas parlé dans le diaporama, puisque je vois que Jean-Marc a une question, donc on va évidemment en parler. Juste avant de répondre aux questions, donc, on se retrouve mercredi prochain pour parler de la tétière et pour parler de la façon de déplacer les cervicales d'un patient. On aura toujours un rappel anatomique puisque ça va être mon apport systématique et on va voir… non, je vous dis rien, vous verrez. Donc, vous pouvez poser vos questions éventuelles sur Ergonomie Dentaire ou sur le groupe Facebook et demander d'adhérer au groupe Facebook. Vous aurez toutes les infos aussi. Je vais arrêter le partage et on va pouvoir répondre aux questions de façon plus précise. Donc, on a une question d'Ariane. Alors, juste un détail, juste Antoine, quand on parle, ça ne bascule pas de Pierre à moi. Il n'y a pas une détection de la voix, juste petit détail technique. Donc, je ferai la manip moi-même de passer de Pierre à moi. Si Pierre, là, c'est sur moi, par exemple. Si Pierre parle, Pierre dit quelque chose. Je fais un essai. Est-ce qu'on n'a pas parlé du tabouret de l'assistante, mais en fait, le voilà, problème là, tu apparais pas. est à peu près identique à celui du tabouret du praticien. C'est très comparable. Elle doit avoir une position comparable à celle du praticien. Ce qu'il lui faut, c'est peut-être… Voilà, l'assistante doit avoir peut-être un petit peu plus de mobilité, mais le support de l'assistante sera comparable à celui du praticien. Le cahier des charges est le même. Donc, il y a une question d'Ariane qui est comment expliquer un dos hyper musclé avec une selle Bambac? Alors, il faut savoir si le dos a été musclé avant ou est-ce que c'est la selle qui serait en train de muscler le dos. J'ai du mal à comprendre la question. Ça serait logique puisqu'effectivement, ça a été fait pour créer des contractions. Ça a été fait pour créer des contractions musculaires au niveau des lombaires. Donc, si la musculature se développe, c'est peut-être dû à ça. Alors, il faut voir si l'hyperdéveloppement de la musculature se fait parce que la personne continue à être penchée en avant, mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Enfin, c'est clairement pas une bonne chose. D'autant plus qu'il faut un équilibre entre la musculature postérieure et antérieure. Donc, ça me semble inéluctable d'être penché en avant lorsqu'on est installé sur une selle, sauf pour des praticiens qui sont… Voilà, sauf pour des praticiens qui seraient très petits. À ce moment-là, la hauteur du patient pourrait être suffisante. Mais il faut être nettement en dessous de la moyenne. Alors, Jean-Marc nous demandait le siège de l'assistante. Alors, effectivement… Hop, je me rebascule. Alors, la spécificité de l'assistante, c'est qu'elle est installée, pour y voir correctement en bouche, elle est installée plus haut que le praticien. Donc, pour elle, on transpose exactement ce qui s'est passé pour le praticien, comment on a fait le choix du tabouret, mais comme elle va être plus haute, eh bien, il faudra monter ses pieds aussi, sous peine de la voir de nouveau en position assis debout, et avec les inconvénients qu'on a développés tout à l'heure. Donc, l'assistante sera surélevée, y compris au niveau de ses pieds. Tout à fait. Le gros intérêt d'avoir une estrade, oui. Oui, je réponds à la question. Oui, elle sera sur une estrade. Ou bien sur un tabouret avec un repose-pied suffisamment grand et fixe, surtout. Pas un repose-pied qui tourne avec le tabouret. Donc, c'est une estrade est parfaite. C'était le cas chez nous d'ailleurs, c'était le cas chez David, l'assistante est sur une estrade. C'est toujours. C'est toujours. Oui, c'était le cas pour moi. J'ai 3 postes identiques avec 3 estrades, effectivement. À partir du moment où votre assistante va être assise beaucoup plus haute, si vous la mettez assise beaucoup plus haute, ses pieds, il faut aussi qu'ils soient plus hauts. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir une estrade, n'importe quoi. On a un peu de peinture dans plein de travaux, on profite du temps, mais voilà, là, vous retrouvez une assistante exactement dans la même position que vous, simplement, elle va être surélevée, parce que si vous avez une assistante qui est sur une selle, elle va être obligée d'avoir les jambes écartées, et donc elle va vous gêner, parce qu'elle va être dans cette position,
alors que vous êtes ici, elle va être assise très très haute, elle aura les pieds écartés, elle va vous gêner parce qu'elle aura le pied là où vous êtes. Alors que si elle a les pieds surélevés sur un élément fixe, là, elle pourra travailler parfaitement et vous pouvez passer sur le côté. Il faudra une vue du haut pour voir. Mais ça fonctionne avec un poste de travail à midi 3 heures, midi 4 heures. Ça fonctionne très bien. Et le repose-pied, comme Pierre a dit, doit être fixe parce que si vous avez un repose-pied sur un tabouret de bar, non seulement elle a les pieds en arrière sur le tabouret de bar, ce qui fait qu'elle va glisser en avant, donc il vaut mieux qu'elle ait les pieds en appui devant elle et avec un appui dissocié. Parce que là, mes pieds peuvent être au sol et je peux bouger mon tabouret, mon assise, en gardant les pieds au sol. Alors que si j'ai les pieds sur quelque chose qui est solidaire de mon assise, je ne peux pas me tourner. Voilà. C'est une expérience très bien comme ça à la Cité de l'Espace, à Toulouse. Donc oui, ça fonctionne exactement de la même façon. Les recommandations, c'est la même chose que le praticien, mais 20 cm plus haut pour l'assistant. Alors, bien entendu, on n'a pas développé les raisons pour lesquelles l'assistante doit être plus haute que le praticien. Il y a beaucoup de notions comme ça. On a parlé uniquement du sens vertical, mais il faut parler aussi de la disposition en hauteur des choses. Et ça fait l'objet d'autres développements. Il y a une autre question par rapport à la position de l'assistante avec un praticien tout petit. J'imagine que c'est la même assistante qui est gauchère, avec un praticien tout petit, Ariane. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce que le praticien qui est petit, c'est une chance parce que nos unités que l'on n'arrive pas à monter suffisamment haut, avec un praticien qui est beaucoup plus petit, vous pouvez arriver à monter le patient à la bonne hauteur. Oui, c'est toujours moi. Oui. Bonjour Ariane. Bonjour. Oui, c'est toujours moi qui suis petite. Oui, je ne fais qu'un mètre 52. L'assistante gauchère, donc a priori, c'est la position idéale. Mais alors le marchepied, du coup, je vais essayer. Parce que, et le coup d'être hyper musclé, non, le dos n'était pas musclé avant, mais je n'ai jamais eu mal au dos depuis que j'ai ma selle Bambac. Alors moi, je suis fan de cette selle. J'en ai acheté une même pour mon assistante qui est rembourrée, l'assise. Et moi, j'aime bien ma selle dure. Et voilà. Est-ce que tes cervicales vont bien? Non, j'ai jamais eu de problème de dos, à part là, quand j'ai eu des soucis, mais qui étaient autres. Et ça d'avoir fait un peu trop de sport et justement sans faire attention aux positions, où j'ai eu des tensions dans le dos. Et l'ostéo qui m'a vue m'a dit « Oula, d'habitude mes patients, il faut que je leur dise de faire du sport. Toi, tu es hyper musclé du dos. » Je lui ai dit « C'est peut-être cette selle, j'en sais rien, mais voilà. » Mais je vais essayer de travailler à midi, puisque là, je travaille à 9h et je vais changer. Voilà. Effectivement, alors, si tout va bien, ne rien changer. Surtout, ça c'est une règle. Si tout va bien, s'il n'y a pas de douleur, ne rien changer. Si on change quelque chose, c'est parce qu'on a un besoin particulier. Soit il y a un besoin de douleur, soit il y a une douleur, soit il y a un besoin lié à une nécessité d'avoir plus de rentabilité ou pour aller travailler plus vite ou de pouvoir avoir un meilleur accès visuel. Mais si tout va bien, à la limite, ne rien changer. Ce sera pour le meilleur accès visuel et d'avoir le miroir sec. C'est certain, c'est certain. Et j'avais une petite question concernant, alors ça ne concerne pas les selles, mais votre système d'aspiration avec les écarteurs. Est-ce que sur les réseaux, il y a le fichier STL qui se promène? Est-ce que parce que c'est impossible d'en commander, est-ce que voilà, j'arrive pas à le retrouver, j'arrive pas à retrouver le fichier sur les réseaux. C'était un fichier qui n'était pas personnel. Il a été disponible à un moment. Il y a eu un post comme ça sur Facebook où il y avait qu'un lien pour aller charger ce fichier. Et ceux qui ont des imprimantes 3D, peut-être que ce serait intéressant d'en faire fabriquer comme les visières, parce que franchement, je pense que ça nous aiderait beaucoup. Il faut pas hésiter à faire la demande sur Facebook, sur les différents groupes, pour essayer de voir si quelqu'un a ce fichier et puisse le partager. Oui. Ça m'intéresse aussi. Désolée la digression, mais je pense que c'est important pour nous. Ça fait partie de notre préoccupation. Par les temps qui courent, oui. Ouais. Tout à fait. Donc voilà.
juste attention à la position de travail à midi avec deux selles. Il risque d'avoir une interférence au niveau des cuisses, de votre cuisse gauche et la cuisse gauche de l'assistante et votre cuisse gauche et vos pieds. Alors que vous êtes habitué à travailler à 9h, 3h face à face, en position midi, vous pouvez être gêné par l'écartement des pieds. Voilà. Oui, et le bras aussi qui est en fait sur le fauteuil, le bras de l'aspiration. Du coup, on le repousse tout le temps, on ne sait pas trop comment faire. Alors, ce bras d'aspiration, il n'a rien à faire à cet endroit-là. Si je prends la position d'une assistante, l'assistante doit être ici. Là, c'est un autre sujet, mais l'assistante est ici, effectivement, en train d'amener l'aspiration ici sur la bouche du patient ou d'accéder à sa zone de travail. Avoir une aspiration là, c'est complètement délirant. Ça a été conçu pour des assistants qui travaillent à 3 heures. Alors, OK, je me mets en position 3 heures. Très bien, je me mets en position 3 heures face au praticien. Ça veut dire que l'aspiration, elle est encore là. Que même à 3 heures, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que pour aller chercher, c'est-à-dire que l'assistante va faire ça avec son bras gauche, rotation externe max, ou alors elle va faire ça avec son bras droit. Et là, je suis en adduction d'épaule, en flexion, adduction d'épaule, rotation interne max. Je ne peux pas aller plus loin en rotation interne. Il y avait un poste comme ça où on voyait quelqu'un qui voulait un plateau ici et on voyait l'assistante qui allait chercher ça. Mais c'est hallucinant pour l'épaule, ça, c'est pas possible. Du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, le poste de l'aspiration pour l'assistante, si l'assistante est là, on réfléchit en termes d'espace de préhension. Ça, c'est l'espace de préhension de l'assistante. Tout doit être ici, comme elle dans une voiture. Elle a la main gauche sur le patient, la main droite, c'est le levier de vitesse. Elle est gauchère, elle est gauchère. Oui, elle va avoir la main gauche ici, mais elle va faire un passage, elle va prendre des instruments de main droite, elle va les passer à la main gauche, elle va vous les passer, et puis elle va les repasser à sa main droite pour les repasser ici. Donc elle a ces deux mains qui sont ici, qui fonctionnent très bien. Même si elle est gauchère, elle arrive à passer la vitesse avec sa main droite. Donc on sait faire des choses, ça pose pas de problème. Et surtout, l'aspiration, elle doit être où? Quelque part ici. Alors, Morita, par exemple, ils ont fait le choix d'avoir les aspi dans le dossier ici pour pouvoir les sortir. C'est devant, c'est parfait, c'est ce qu'a fait Daryl Beach quand il a conçu ça. Mais l'aspiration, on pourrait l'envisager ici, sous la main droite de l'assistante, et puis elle la passe dans sa main gauche. Pourquoi pas? Tout est faisable. Le tout, c'est que la zone soit ici, devant elle. Et donc, les pieds serrés. Ça résoudrait le problème. Sauf qu'il ne faut pas de selle. Plutôt pied en avant, voilà. Parce que sur la selle, elle aura les pieds écartés et elle va vous gêner. Donc, il vaut mieux qu'elle ait les pieds serrés et plutôt loin devant. Donc, plutôt sur une estrade ou un repose-pied ou quelque chose qui l'empêche de pencher en avant. Ça lui donne un support. Parce que quand elle est comme ça, elle peut aller chercher quelque chose d'un peu loin. Elle a ses appuis sur les pieds qui sont extrêmement bénéfiques, qu'elle n'aura pas si elle a les pieds en arrière. Là, elle ne pourra pas aller chercher. Elle va tomber en avant. Donc, c'est là où c'est repose-pied. Vous avez chez ADEC, alors j'aime pas du tout leur tabouret parce qu'ils ont des dossiers trop hauts, mais ils ont des repose-pieds avec un axe central qui vient se mettre sur l'axe du tabouret et qui crée un repose-pied déplaçable assez facilement. Après, vous prenez un repose-pied chez IKEA et ça fonctionne aussi bien. Oui, et ça sera c'est ce que j'ai. Voilà, ça marche très bien. Encore une fois, la position des instruments a été dictée non pas par la demande des praticiens ou des assistantes, mais par les commodités de fabrication chez les fabricants. Il est évident que la borne et toutes les connexions étant là où elles sont historiquement, eh bien, on a mis à côté tout simplement l'aspiration. Et ça n'a aucune raison ergonomique. Tout à fait. Ce n'a été guidé que par des préoccupations d'ingénieurs qui ont conçu le fauteuil. Mais à aucun moment, ça a été guidé par des praticiens qui voulaient l'aspiration sous leurs mains ou des assistantes qui voulaient l'aspiration sous leurs mains. On demande à une assistante de concevoir un poste, elle ne va pas le concevoir comme ça. Ça, c'est certain. Elle ne va jamais demander l'aspiration dans son dos, non? C'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout est clair pour tout le monde? On a fait le tour des tabourets, opérateurs. Encore une fois, si vous êtes bien sur vos selles, ne changez rien. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes bien sur le tabouret que vous avez, ne changez rien. Il y a énormément de choses dont on a parlé dans les autres webinaires. Il y a énormément de choses à avoir. Et encore une fois, ce qui est le plus important dans votre posture, ce n'est pas le support du praticien, c'est le support du patient. Parce que c'est de la position du patient que dépend votre position. Ça peut être la fin, le mot de la fin, parce que c'est
presque ce qui peut tout résumer. Notre position dépend de là où se trouve la bouche du patient. Et c'est ce que l'on verra dans le prochain webinaire, c'est comment orienter la bouche du patient vers nos yeux, au niveau de la tête. Avec le dossier, il y a différentes solutions, on a pu en parler dans les autres webinaires, mais maintenant, c'est comment je fais pour orienter la bouche du patient vers les yeux. Et Pierre, pour ça, beaucoup de choses à vous dire. Ça a été une bonne préoccupation pour moi, effectivement. Et j'ai trouvé des solutions, je vous les montrerai. Voilà. Je vous remercie de votre attention, merci d'être venu. Et puis, avec plaisir, mercredi prochain pour le dernier webinaire avant la reprise. Voilà. À bientôt. Au revoir.